Bonjour et bienvenue au Talk Stratégique. Nous recevons aujourd'hui Éric Danon. Éric Danon, bonjour. Bonjour. Nous sommes au lendemain du premier tour de cette incroyable campagne présidentielle française. Vous êtes directeur politique adjoint du Quai d'Orsay, mais dans cet entre-deux tours, vous vous exprimerez plutôt à titre personnel. Alors, la politique étrangère dans la campagne électorale a été présente, omniprésente, en tout cas plus présente que d'habitude. On avait entre les différents candidats presque deux choix différents de civilisation, être dans la mondialisation ou sortir de la mondialisation, se trouver en dehors. Quels sont vos commentaires sur cette campagne ? C'est ça. D'habitude, la politique étrangère, traditionnellement, n'a pas beaucoup de place dans les élections présidentielles françaises. Là, en termes d'action extérieure, chaque candidat a présenté ses vues et finalement, les débats ont été plutôt légers sur la question des actions à mener. En revanche, l'étranger en général, c'est-à-dire la question de la mondialisation, de l'Europe et des nouvelles menaces, etc., ont été omniprésentes. Et elles le resteront pour le deuxième tour, elles le resteront. On a une candidate Absolument. anti-mondialisation Oui. et un candidat dans la mondialisation. Oui, on peut dire que cette élection a montré un nouveau clivage entre ceux qui considèrent que la France ne peut s'en sortir qu'en se battant dans le cadre de la mondialisation et ceux qui pensent que la France ne peut trouver son salut qu'en s'extrayant plus ou moins de la mondialisation, en tout cas en s'en protégeant, pour retrouver des marges de manœuvre. Et c'est un nouveau clivage, et ce qui est intéressant, c'est que ça pose un problème de représentation politique en France. En effet, d'habitude, c'est entre la gauche et la droite. Là, on s'est rendu compte que cette représentation en hémisphère de l'Assemblée commençait à ressembler de plus en plus à un cercle, et qu'au fond, il y avait d'un côté du cercle ceux qui voulaient se battre dans la mondialisation, parmi les grands candidats, nommément évidemment François Fillon et Emmanuel Macron, et puis d'un autre côté, parmi les grands candidats, ceux qui préférait voir l'avenir de la France plutôt dans, non pas un retrait de la mondialisation, parce que nous y sommes de toute façon, mais dans un retour à l'intérieur des frontières. Alors, autre clivage dans cette campagne électorale qui va perdurer et donc qui se retrouve aussi au second tour, c'est la Russie. Elle a été omniprésente pendant la campagne et là nous avons deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui sont presque à front renversé sur cette question. Oui, en tout cas dans le discours. C'est-à-dire que la Russie de Poutine, de même que l'attitude à avoir vis-à-vis de M. Trump, de même que l'attitude à avoir par rapport à Mme Merkel, ont servi de marqueurs symboliques de la politique étrangère des candidats. Dans les débats où il faut répondre en 15 secondes sur ce que l'on va faire, évidemment, on a des marqueurs symboliques très forts de ce type-là. La Russie en est un très important, mais Trump aussi en a été un, de même que la lutte contre Daesh ou qu'est-ce qu'on allait faire avec l'Europe. Et les candidats n'ont pas eu le temps d'expliciter un peu plus ce qu'ils comptaient faire. Ce qui est vrai, c'est qu'à ce stade, la Russie, un peu d'ailleurs, comme avait dit M. Trump, la Russie, vue du côté de Mme Le Pen, semble être un partenaire avec lequel il faut radicalement modifier notre relation, tandis que du côté d'Emmanuel Macron, on est dans un système qui paraît plus traditionnel, dans lequel la Russie est évidemment un partenaire, mais avec lequel il y aura un rapport de force, et tant qu'un certain nombre de grands problèmes, notamment l'Ukraine, la Crimée et la Syrie, ne seront pas un peu réglés. Autre sujet de contentieux, l'Europe. L'une aimerait la quitter, l'autre voudrait la réformer et la consolider. Éric Danon, est-ce qu'il est si facile que ça de quitter l'Europe ? Non, enfin, c'est pas à moi, je dirais, de le dire, puisque nous n'avons pas d'expérience de cela. Au fond, le Brexit en est, j'allais dire, à ses débuts. Et on ne sait pas si ça va être difficile ou non. Évidemment, les partisans du Frexit disent que c'est facile, faisable, etc. Et les autres disent que ce serait épouvantablement compliqué. Mais on joue à se faire peur. La procédure
est de toute façon extrêmement compliqué, et la différence avec les Anglais est très, très forte, ne serait-ce que sur la question de la monnaie. Et puis, si les Anglais quittent l'Europe, ce n'est pas la fin de l'Europe. Si les Français quittent l'Europe, c'est la fin de l'Europe. Et ça, c'est une vraie différence. Donc, savoir si c'est facile ou difficile, il ne m'appartient pas à moi de dire oui ou non. Ce que l'on peut dire, c'est que l'Europe traverse une crise, ou plus exactement, 3 crises. Et que par rapport à ces 3 crises, les candidats ont des vues différentes. La première crise de l'Europe, c'est la crise de l'espérance politique. Au fond, les Européens n'arrivent plus à rêver de l'Europe. Et l'Europe a fait rêver, pendant la première période, une trentaine d'années, sur le fait qu'elle apportait la paix entre les pays. Puis, une deuxième grande période d'à peu près 30 ans, avec l'élargissement à l'Est, ça allait apporter, et ça a apporté la démocratie partout. Le problème, c'est que vous n'avez pas le troisième rebond, celui qui fait rêver les peuples. Ni la sécurité, ni l'Europe sociale n'ont réussi à faire rêver. À partir de là, l'Europe apparaît de plus en plus à ses citoyens, donc aux Européens, comme un système normatif et bureaucratique, beaucoup plus qu'une espérance ou une transcendance partagée. La deuxième crise, c'est évidemment le fait que l'Europe, pour les Européens, n'arrive plus à protéger ses citoyens. On l'a vu avec la crise financière, on l'a vu avec les migrants, on l'a vu avec le terrorisme. Et au fond, c'est ça la demande aujourd'hui des Européens, c'est qu'est-ce que c'est que cette Europe qui n'arrive plus à nous protéger ? Enfin, la troisième crise, c'est la relégation stratégique de l'Europe. C'est que l'Europe, confiant dans sa capacité économique, s'est dit « c'est pas la peine qu'on s'occupe de notre défense, on va la confier à l'OTAN ». Et aujourd'hui, le problème, c'est que partout dans le monde, vous avez une course aux armements, de nouvelles menaces, un réarmement général, sauf en Europe. Et l'Europe se retrouve piégée avec ça. Et en plus, avec la question de la Syrie, ce que l'on a vu, c'est que l'Europe n'était pas... les Européens n'arrivent pas à partager leur analyse sur une question comme la Syrie et ne sont pas d'accord sur la manière d'intervenir à l'extérieur. Justement, je voulais en venir à la Syrie, où la politique étrangère des deux candidats est d'ores et déjà très différente. Écoutons tout de suite ce qu'en disent d'abord Marine Le Pen la semaine dernière sur Europe 1, puis Emmanuel Macron qui s'exprimait le 4 avril. Je crois que le veto russe est intervenu parce qu'en réalité, la résolution était rédigée de telle manière qu'elle condamnait la responsabilité de Bachar el-Assad tout en ouvrant une enquête internationale. Alors, il faut présenter une résolution qui soit plus claire, d'ouverture d'une enquête, mais sans condamnation préalable. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je prends note de l'intervention américaine et de cette réaction. Mon souhait pour ma part, c'est qu'il y ait véritablement une action coordonnée sur le plan international en représailles au régime de Bachar el-Assad et en tout cas aux crimes qui ont été commis. Nous avons un ennemi, Daesh et l'ensemble des mouvements djihadistes. Le peuple syrien a un ennemi, Bachar el-Assad. Éric Danon, y a-t-il une vision française de la crise syrienne ? Oui, il y a une vision, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on a une vision que on peut arriver à la mettre en œuvre, parce qu'il y a une multiplicité des forces sur le terrain, c'est un conflit internationalisé, et objectivement, nous n'en avons pas, nous, la clé aujourd'hui. Et donc, il faut se battre sur ce que l'on peut imaginer de la Syrie future. Vous avez en gros 3 scénarios, c'est pas bien compliqué. Soit vous avez une solution politique qui arrive à réunir le régime et l'opposition. Aujourd'hui, à court terme, ça n'est pas très crédible. Si les Russes ne font pas pression sur le régime, ce n'est pas ça qui va se passer aujourd'hui. Quoique, évidemment, ce serait la solution qui nous arrangerait le plus, qu'il y ait un accord général politique intérieur à la Syrie. Le deuxième scénario possible, c'est que la Russie et l'Iran continuent d'aider Bachar el-Assad et que celui-ci se lance dans la reconquête de l'ensemble du territoire syrien. Et là, ça veut dire encore une guerre très dure, sans doute encore des massacres, une vraie difficulté pour l'ensemble de la communauté internationale à accepter ce qui va se passer. La Syrie, à ce stade, c'est le plus grave conflit du XXIe siècle, c'est quand même 400 000 morts, 5 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés, etc. Et puis vous avez un troisième scénario qui est une partition de fait,
avec des territoires différents, contrôlés par des forces différentes. Et là, on est dans un scénario où le terrorisme de Daesh ou du post-Daesh, parce que Daesh va être vaincu militairement, mais ce n'est pas pour ça qu'il va disparaître, eh bien, continuera d'être actif. Et donc, nous aurons en permanence une espèce de chaos qui posera des problèmes jusqu'à l'intérieur de notre territoire. Si Emmanuel Macron est élu président de la République dans 15 jours, aura-t-il une politique étrangère différente de celle de François Hollande? C'est à lui de le dire. On verra bien. Toute politique étrangère c'est un curseur entre des valeurs et des intérêts. Le président de la République, François Hollande, a placé le curseur à certains endroits, mais pas toujours d'ailleurs au même endroit, suivant les pays. Il est bien évident que par rapport à l'Arabie Saoudite, nous travaillons plus sur nos intérêts que sur nos valeurs. Dans l'affaire syrienne, ce sont nos valeurs qui nous ont fait condamner Bachar el-Assad et dire qu'aucune solution politique ne pourrait se faire avec lui. Il appartient au président de la République de régler le curseur différemment et peut-être d'avoir un curseur, j'allais dire, plus homogène, au sens où ce serait plus le même pour différents pays et différents cas de figure. Oui, mais alors dans ce cas-là, vous paraît-il assez expérimenté, assez fort pour pouvoir résister à toute cette génération de leaders très forts qui montent dans le monde. Alors je pense à Vladimir Poutine, à Erdogan, à Kim Jong-un, à tous ces nouveaux autocrates et présidents extrêmement déterminés. C'est pas à moi de le dire et à juger de sa personnalité, de sa force personnelle. Il n'a pas été confronté encore à ce type de crise, mais a priori, s'il est élu avec une majorité forte, il va sentir derrière lui l'ensemble du pays, en tout cas une très forte majorité dans le pays. C'est ça qui va lui donner aussi la force, car les autocrates dont vous parlez, pour la Russie, pour les États-Unis, ce sont des personnages très forts mais qui ont été élus avec une vraie base populaire. Et c'est ça qui les conforte dans leur capacité à agir sur le reste du monde. En termes de personnalité, je n'ai pas de doute parce que il va s'appuyer sur tout un ensemble, j'allais dire, qui représente l'histoire de la France, sa capacité à agir dans le monde et le fait que nous sommes attendus dans énormément d'endroits et sur énormément de crises. C'est une parole qui est attendue. Aujourd'hui, la force aussi du futur président, quel qu'il soit, c'est de se trouver dans des situations où ces autocrates très puissants, très forts, sont plus ou moins confrontés à des formes d'impasse. Et ces impasses correspondent à la complexité du monde. C'est qu'en fait, tous ces hommes ont une vision assez tranchée, assez nette, assez forte de l'histoire, mais le monde aujourd'hui est autrement plus complexe et ils font tous progressivement l'apprentissage de cette complexité. Éric Danon, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour le talk stratégique du Figaro. Merci.